Le matin parisien s'éveilla enveloppé dans cette grisaille humide et pénétrante que seul un mois de décembre s'est imposé sur la capitale. Les rues pavées du Marais entre la place des Vosges et la rue de Turenne fourmillaient de l'effervescence caractéristique d'un vendredi matin. Des employés de bureau au pas pressé, le col de leurs manteaux relevés, se frayaient un chemin parmi les touristes émerveillés, tandis que l'odeur des marrons grillés et des crêpes chaudes s'échappait des petits stands ambulants, promettant une chaleur réconfortante. Au milieu de ce chaos urbain si particulier, le café Le Moineau de Paris, situé à l'angle de la rue des Francs-Bourgeois, se dressait comme une enclave de quiétude. Ses grandes baies vitrées, embuées par la chaleur intérieure, offraient un cadre parfait au balai incessant de la ville. Sébastien de Martel ajusta le col de son long manteau en cachemire anthracite, attendant patiemment son tour dans la file qui serpentait presque jusqu'à l'entrée de l'établissement. À 32 ans, il était l'un des entrepreneurs les plus discrets et pourtant les plus influents de France, propriétaire d'un groupe hôtelier de luxe dont les palaces s'étendaient de la Côte d'Azur à Deauville. Ce matin-là, cependant, il avait délibérément choisi de se fondre dans la masse. Le capuchon de son sweatshirt en laine mérinos dissimulait en partie son visage aux traits affirmés, et ses yeux couleur de miel qui avaient orné plus de couvertures de magazines économiques qu'il n'aimait s'en souvenir. Pardon d'interrompre votre histoire, mais si ce genre de contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Soutenez cette chaîne pour nous aider à grandir, et que Dieu vous le rende au double. Merci et bonne vidéo. Ses doigts tapotaient doucement le cuir de son portefeuille, un rythme lent et maîtrisé, tandis qu'il observait la scène à travers la vitre. L'arôme puissant du café fraîchement moulu et du chocolat chaud à l'ancienne flottait dans l'air, se mêlant au murmure des conversations et au son cristallin des cuillères heurtant la porcelaine. C'était l'un de ces rares instants de normalité où Sébastien pouvait simplement exister, loin de la pression constante des conseils d'administration, des décisions à plusieurs millions d'euros et des regards indiscrets qui épiaient chacun de ses gestes. Ce fut à ce moment précis qu'il la vit. Elle marchait sur le trottoir d'un pas si pressé que cela transcendait la simple hâte matinale. C'était une jeune femme, peut-être 25 ans, aux cheveux châtains coiffés en une queue de cheval souple, qui dansait à chacun de ses pas rapides. Elle portait un pull en grosse maille couleur moutarde, une touche de soleil dans la grisaille ambiante qui contrastait joliment avec le teint clair de sa peau. Son jean, légèrement usé aux genoux, témoignait d'un choix de confort plutôt que de mode. Mais ce ne fut pas son apparence qui capta l'attention de Sébastien. C'était la manière dont ses yeux, de grands yeux bruns et vifs, balayaient constamment l'espace par-dessus son épaule, comme si une menace invisible la poursuivait. Il y avait dans son langage corporel une tension, une fragilité qui éveilla en lui un instinct protecteur qu'il pensait avoir enfoui depuis des années, après une série de déceptions amoureuses avec des femmes qui ne voyaient en lui que son statut et son compte en banque. Cette jeune femme, au contraire, dégageait une vulnérabilité authentique qui l'intrigua profondément. Lorsqu'elle poussa la porte vitrée du café, la petite clochette suspendue au-dessus du cadre tinta joyeusement, mais le son se perdit dans le brouhaha ambiant. Pourtant, sa seule présence sembla modifier l'atmosphère du lieu, comme si quelqu'un venait d'allumer une bougie dans la pénombre. Les conversations s'adoucirent un instant, les têtes se tournèrent discrètement. Même le barista, derrière le comptoir orné de carreaux de ciment d'époque, leva les yeux de sa rutilante machine à expresso. Le regard de Sébastien et le sien se croisèrent pour la première fois dans cet instant suspendu, chargé d'une électricité qu'aucun des deux ne sut expliquer. Le temps sembla ralentir, permettant à chaque détail de s'imprimer dans sa mémoire. Les quelques taches de rousseur à peine visibles sur l'arête de son nez, la façon dont elle se mordillait nerveusement la lèvre inférieure, le petit grain de beauté près de sa tempe gauche. Soudain, sans un mot d'explication, elle traversa le petit espace qui les séparait avec la détermination farouche de quelqu'un qui joue sa dernière carte. Ses doigts se crispèrent sur le bras de Sébastien, à travers l'épaisse étoffe de son manteau, et il put sentir le léger tremblement qui l'agitait. Son parfum, un mélange subtil de vanille et d'une note florale qu'il ne parvint pas à identifier, envahit ses sens. « S'il vous plaît », murmura-t-elle d'une voix qui tremblait légèrement mais conservait une fermeté désespérée, « faites semblant d'être mon petit ami. » Avant même que Sébastien ait pu analyser la situation, deux femmes d'un certain âge firent irruption dans le café, tel un ouragan contenu mais puissant. La première, la cinquantaine élégante, portait un tailleur pantalon bleu marine griffé qui criait la bourgeoisie parisienne.
Ses cheveux étaient impeccablement coiffés en un chignon strict et ses sourcils parfaitement dessinés se fronçaient en une expression de détermination implacable. La seconde femme, visiblement la grand-mère en raison des traits familiers qu'elle partageait avec la jeune femme agrippée à son bras, avançait avec une assurance plus fragile, mais une détermination égale. Un élégant châle en cachemire reposait sur ses épaules, et ses yeux de la même couleur noisette que ceux de sa petite-fille pétillaient d'un mélange d'inquiétude et d'exaspération que seules les grand-mères françaises savent maîtriser. « Chloé Dubois !» s'exclama la mère de cette voix posée mais tranchante que toutes les mères de bonne famille utilisent lorsqu'elles sont sur le point de perdre patience. « Tu ne peux pas continuer à nous fuir de la sorte. Ton père nous attend au restaurant de l'hôtel Le Bristol et Maître de Courcy a déjà confirmé sa présence pour le déjeuner. » La jeune femme, désormais identifiée comme Chloé, serra plus fort encore le bras de Sébastien. Il sentit son corps se raidir comme un ressort prêt à bondir. Sans une seconde d'hésitation, elle éleva la voix, une clarté qui fendit le murmure du café comme une lame aiguisée. « Je vous ai déjà dit que je voyais quelqu'un, » déclara-t-elle, sa voix gagnant en assurance. « Voici mon petit ami. Mon amour, je te présente ma mère et ma grand-mère. » Le monde de Sébastien s'arrêta un court instant. Au cours de ses 32 années d'existence, il avait mené des négociations à plusieurs millions d'euros, prononcé des discours devant des centaines d'investisseurs internationaux, navigué dans les eaux troubles de la haute société parisienne, mais jamais, au grand jamais, il ne s'était retrouvé dans une situation aussi parfaitement inattendue et, étrangement, aussi exaltante. Son regard croisa de nouveau celui de Chloé. Il y lut une supplique silencieuse qui toucha une corde sensible au plus profond de lui. Il y avait du désespoir dans ses yeux, certes, mais aussi une étincelle de défi qui lui rappela les femmes de caractère de sa propre famille. Sans savoir exactement pourquoi, il décida de se prêter au jeu. Avec l'aisance naturelle qu'il avait perfectionnée au fil d'innombrables événements mondains, Sébastien se redressa légèrement, laissant sa stature imposante occuper l'espace. Sa voix, cultivée dans les meilleures grandes écoles et polie dans les conseils d'administration les plus exclusifs du pays, résonna avec une chaleur qu'il tenait de sa grand-mère lyonnaise. « C'est un véritable plaisir de vous rencontrer, mesdames, » dit-il, inclinant légèrement la tête dans un geste de respect appris dès l'enfance. Son accent était celui d'un Parisien éduqué, sans la moindre trace d'arrogance. « Chloé m'a tant parlé de vous que j'ai l'impression de vous connaître déjà. » Les deux femmes restèrent un instant sans voix, leur regard scrutant la silhouette de Sébastien de la tête aux pieds. Il était impossible d'ignorer la coupe impeccable de ses vêtements, l'assurance naturelle avec laquelle il se mouvait, ou la manière dont sa simple présence semblait commander le respect sans le moindre effort. À cet instant, alors que l'odeur du café se mêlait à la tension palpable qui régnait dans l'air, Sébastien sut qu'il venait d'entrer dans une partie dont il ignorait les règles, mais qui, pour une raison inexplicable, l'excitait au plus haut point. Le silence qui suivit la présentation de Sébastien fut brisé par de petits rires nerveux de la part des deux femmes plus âgées. Leurs yeux le dévisageaient avec un mélange de surprise et d'admiration presque comique. La grand-mère de Chloé, Isabelle, ne put se retenir et donna un petit coup de coude complice à sa petite-fille. « Ah, ma petite Chloé !» s'exclama-t-elle, un sourire malicieux illuminant son visage ridé. « Comment as-tu fait pour nous cacher un si beau jeune homme pendant tout ce temps? Il est plus séduisant qu'Alain Delon dans ses jeunes années. » La mère de Chloé, Élodie, habituellement plus réservée, ne put s'empêcher de murmurer en s'éventant discrètement avec une serviette en papier. « Dieu merci, je commençais à me résigner à te voir coiffer Sainte-Catherine comme ta tante Véronique. » Sébastien observait la scène avec un amusement et une curiosité qu'il n'avait pas ressentis depuis des lustres. Les femmes de la haute société qu'il fréquentait ne se comportaient jamais avec une spontanéité aussi rafraîchissante. Ici, dans ce petit café du Marais, il se sentait plus vivant et plus authentique qu'il ne l'avait été depuis des mois. Son regard croisa de nouveau celui de Chloé, et il y lut une excuse silencieuse qui le désarma complètement. Il y avait dans son sourire timide, dans la manière dont ses joues se teintaient d'un rose délicat, quelque chose qui éveilla en lui une véritable envie de découvrir la femme qui avait eu l'audace de l'entraîner dans cette pièce de théâtre improvisée. « Allons !» intervint Isabelle en tapant dans ses mains avec enthousiasme. « Qu'est-ce que nous attendons? Installons-nous pour que tu me racontes tout sur ce charmant garçon. » Alors qu'il se dirigeait vers une table près de la fenêtre, Chloé se pencha vers Sébastien et lui murmura si bas que lui seul put l'entendre. « Je m'appelle Chloé Dubois. S'il vous plaît, continuez à jouer le jeu encore un peu. » Son souffle chaud contre son oreille
provoqua une réaction que Sébastien n'avait pas anticipée. Il hocha la tête, presque imperceptiblement, décidant que cette comédie inattendue était bien plus captivante que la réunion budgétaire qu'il avait annulée pour être ici. Une fois installés à la table ronde en bois brut, l'arôme du café flottant entre eux, l'interrogatoire que Chloé redoutait tant commença. « Voyons, voyons !» débuta Élodie en s'ajustant sur sa chaise, adoptant cette posture que toutes les mères françaises maîtrisent lorsqu'elles s'apprêtent à mener l'enquête. « Racontez-nous tout. Comment vous êtes-vous rencontrés ?» Chloé ouvrit la bouche pour répondre, mais sa grand-mère l'interrompit avec une nouvelle salve de questions. « Où travaillez-vous, jeune homme? Depuis combien de temps sortez-vous ensemble? Avez-vous déjà parlé de mariage? » « Eh bien, c'est que, » tenta Chloé, cherchant désespérément à reprendre le contrôle, « Sébastien est... c'est un garçon très simple. Il est au chômage en ce moment et... » « Au chômage !» s'exclama Isabelle avec une horreur feinte. « Ah, ma Chloé, tu as toujours eu un faible pour les causes perdues. » Sébastien observait, fasciné, la stratégie de Chloé visant à le rendre le moins désirable possible. Il la voyait rougir en lui inventant des défauts, gesticuler nerveusement, en assurant qu'il était un peu paresseux, et pas du tout ambitieux. Ce fut alors qu'il décida de prendre les rênes, à la fois pour s'amuser aux dépens de la femme qu'il avait mis dans ce pétrin, mais aussi pour défendre son honneur masculin qui était systématiquement mis à mal. « Eh bien, intervint-il de cette voix grave et posée qu'il avait perfectionnée lors de ses présentations, je crois que Chloé est un peu trop modeste concernant notre histoire. » Les yeux de Chloé s'écarquillèrent, et Sébastien put y lire une panique naissante. « La vérité, continua-t-il avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux, c'est que Chloé m'a poursuivi au travail pendant près d'1 an avant que je ne me décide à lui donner sa chance. « Saint-Sébastien !» s'exclama Chloé, mais sa protestation fut noyée sous les exclamations ravies des deux femmes. « Ça, c'est tout à fait notre Chloé !» rit Isabelle. « Elle a toujours été si têtue pour obtenir ce qu'elle voulait. »« Oui !» ajouta Élodie avec un sourire malicieux, « cet entêtement, elle le tient de son père. » Sébastien poursuivit, savourant son effet plus qu'il n'aurait dû. « Et ce n'est pas tout. C'est elle qui m'a demandé de sortir avec elle. Je n'envisageais même pas une relation sérieuse, jusqu'à ce qu'elle insiste. » Chloé tenta de l'interrompre à nouveau, mais sa mère la fit taire d'un geste de la main, le regard fixé sur Sébastien comme s'il était un oracle. « C'est aussi elle qui a dit « je t'aime » en premier, » ajouta Sébastien, remarquant que Chloé s'enfonçait un peu plus dans sa chaise. « Je suis plus réservé avec mes sentiments, mais elle... Disons que Chloé n'a jamais eu de filtre pour exprimer ce qu'elle ressent. »« Qu'un sens ça oui !» s'exclama Isabelle en applaudissant doucement. « Chloé a toujours été une grande passionnée. Depuis toute petite, quand elle avait une idée en tête, rien ne pouvait l'arrêter. »« C'est vrai !» acquiesça Élodie. « Je me souviens quand elle était amoureuse de Paul Martin en primaire. Elle l'a suivi pendant des mois, le pauvre garçon a dû changer de chemin pour rentrer de l'école. » Sébastien vit Chloé se couvrir le visage de ses mains, murmurant quelque chose qui ressemblait à « Ce n'est pas possible, je rêve » entre ses doigts. « Mais bon, » continua-t-il, implacable, « après tant d'insistance de sa part, je n'ai pas pu résister à son charme, même si je dois admettre qu'au début, je la trouvais un peu intense. »« Intense, le mot est faible, » rit Élodie. « Cet enfant a toujours été un véritable tourbillon. » Les deux femmes plus âgées continuèrent d'ajouter des anecdotes embarrassantes sur la personnalité persévérante de Chloé, tandis qu'elle ne pouvait qu'écouter et maugréer en silence, complètement défaite par la tournure qu'avait prise la conversation. Sébastien l'observait du coin de l'œil, notant comment elle alternait entre la honte et ce qui semblait être un léger regret de l'avoir impliquée dans son plan désespéré. La partie avait officiellement commencé, et pour la première fois depuis très longtemps, Sébastien se sentait pleinement vivant. Le départ d'Isabelle et d'Élodie fut un spectacle à lui tout seul. Elles firent leurs adieux avec des étreintes chaleureuses, des bises sonores, et la promesse de revenir très vite pour faire plus ample connaissance avec ce charmant garçon. Isabelle pinça même discrètement le bras de Sébastien et lui fit un clin d'œil avant de murmurer « Prenez bien soin de ma petite fille, hein? C'est un trésor. » Élodie, quant à elle, ne pouvait s'empêcher de sourire en ramassant son sac à main. « Enfin, » soupira-t-elle avec un soulagement évident, « ma fille a enfin trouvé quelqu'un de bien. » Je commençais à m'inquiéter qu'elle finisse seule. Quand elles sortirent enfin, discutant déjà avec animation des plans de mariage qu'elles élaboraient mentalement, le café parut soudainement plus calme. Ne restait que le doux murmure des autres conversations et le sifflement occasionnel de la machine à expresso. Sébastien se cala dans son fauteuil,
croisa les bras sur sa poitrine et lança à Chloé un regard qui était à la fois amusé et exigeant. Ses yeux couleur de miel pétillaient d'une malice qu'elle ne lui avait pas encore vue. « Alors, dit-il de cette voix grave qui semblait combler tout l'espace entre eux, il me semble que vous me devez une explication. » Chloé sentit ses joues s'empourprer à nouveau. Elle tordit ses mains sur la table en bois usé, évitant son regard. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, « j'ai tellement honte. »« Pas autant que de la situation dans laquelle vous venez de me mettre, » répliqua Sébastien, sans pouvoir toutefois réprimer un léger sourire. « D'après votre version, je suis un chômeur paresseux qui vous a harcelé pendant des mois. »« Je suis terriblement désolé, » s'exclama Chloé, levant enfin les yeux vers lui. « C'est compliqué. J'ai le temps, » dit-il en désignant sa montre de luxe d'un geste discret, « et je suis curieux. » Chloé prit une profonde inspiration, comme si elle s'apprêtait à avouer un crime. « Ma famille essaie depuis des années, de me marier avec Rodolphe de Courcy. C'est le fils de l'associé de mon grand-père, le patron d'une énorme entreprise du bâtiment. Et quel est le problème? Il n'est pas votre genre. Il est horrible !» s'exclama Chloé avec une sincérité si brutale que Sébastien faillit s'étouffer avec la gorgée de café qu'il venait de prendre. « Mais oui, il est horrible. Il doit avoir 38 ans, il est ventripotent, le crâne à moitié dégarni, et il a toujours sur lui une odeur de tabac froid. En plus, c'est un misogyne de la pire espèce. » La spontanéité avec laquelle Chloé exprimait ses pensées, sans le moindre filtre, était d'une fraîcheur déconcertante pour Sébastien. Dans son univers, les femmes pesaient chaque mot, calculaient chaque geste. « Et cet imbécile ne comprend pas que je ne suis pas intéressé, » continua Chloé, accompagnant ses paroles de gestes dramatiques. « Ça fait des mois qu'il me harcèle. Il envoie des fleurs à mon travail. Il m'appelle sans arrêt. Il s'est même pointé chez moi l'autre jour sans prévenir. Et votre famille ne voit pas que vous ne voulez rien avoir à faire avec lui. Ils sont obsédés par l'idée que j'épouse quelqu'un de bien, » soupira Chloé. « Ils sont persuadés qu'à 25 ans, je suis une vieille fille désespérée. Ma mère n'arrête pas de me dire que je vais finir comme ma tante Véronique, qui a 50 ans et vit avec 7 chats. » Sébastien ne put retenir un rire franc. « Et c'est là que j'entre en scène. » « Eh bien, » Chloé haussa les épaules avec un sourire timide. « Vous étiez juste devant la porte. J'ai réfléchi vite. »« Vraiment ? Vous avez réfléchi vite ?» demanda Sébastien, haussant un sourcil amusé. « Parce que je dois vous avouer que vous venez de créer un problème absolument gigantesque. » « Pourquoi ? Parce que maintenant, votre famille est convaincue que j'ai des intentions très sérieuses avec vous. Qu'après la description que vous avez faite de moi, elles vont s'attendre à me voir au réveillon de Noël. » Chloé se couvrit le visage de ses mains. « Oh non, je n'y avais pas pensé. Et de plus, » poursuivit Sébastien avec un sourire malicieux, « si vous aviez eu plus de temps pour réfléchir, vous auriez dû choisir quelqu'un de moins séduisant. » Chloé le regarda à travers ses doigts, surprise par son audace. « Parce que maintenant, » enchaîna-t-il, savourant visiblement son embarras, « après la réaction de votre mère et de votre grand-mère, il leur sera impossible de m'oublier de sitôt. »« C'est exactement ce que je me disais, » gémit Chloé. « Si j'avais choisi quelqu'un de plus normal, elles ne seraient pas aussi enthousiastes. » Sébastien éclata d'un rire sincère. L'honnêteté brutale de cette femme était comme un verre d'eau glacée en plein désert. « Dites, » lança soudain Chloé, comme si elle venait d'avoir une révélation, « vous n'auriez pas besoin d'argent pour... Enfin, vous savez, continuer à faire semblant d'être mon petit ami, juste le temps qu'elles oublient ou que je trouve un autre moyen de me débarrasser de Rodolphe. » Sébastien manqua de s'étouffer une seconde fois. « Vous êtes en train de me proposer de l'argent ? » ?»« Oui, j'ai environ 500 € d'économie. Ça vous irait ?» La somme était si ridiculement dérisoire par rapport à ce qu'il gagnait en une seule heure que Sébastien dut se mordre la lèvre pour ne pas lui rire au nez. « dit-il, en feignant de considérer la proposition. « Peut-être... » Chloé ne perçut pas l'ironie dans sa voix. « Parfait. Alors, vous acceptez ?» Au lieu de s'irriter de cette situation absurde, Sébastien se surprit à ressentir quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, une admiration sincère. Cette femme avait le cran d'improviser avec une audace qui frisait la folie. Elle était spontanée, authentique et complètement revigorante. « Vous savez quoi ?» dit-il en se penchant en avant, avec un sourire qui provoqua un léger frémissement dans l'estomac de Chloé. « Et si nous commencions par prendre un vrai café? Un café où nous n'aurions pas à faire semblant. Vous m'invitez à sortir? Je vous invite à faire connaissance, » corrigea-t-il avec un charme qu'il avait perfectionné au fil des ans, mais qui, pour la première fois, lui semblait authentique. Sans public, sans théâtre,
Juste nous deux. Chloé hésita un instant, sentant une tension invisible mais tangible s'installer entre eux. « D'accord, dit-elle finalement, mais je paie mon café. » Sébastien sourit, plus intrigué que jamais. Alors qu'il s'installait à une table plus intime près de la vitrine, donnant sur la rue animée, Sébastien ne pouvait s'empêcher d'observer chaque détail de Chloé. La manière dont elle plissait légèrement le nez quand elle réfléchissait, la façon dont ses yeux bruns s'illuminaient lorsqu'elle parlait de quelque chose qui la passionnait, ou la manière dont elle gesticulait avec ses mains pour appuyer ses propos. Tout en elle était vrai, sans pause calculée, ni réponse convenue. « Vous savez ce qu'il y a de plus étrange dans tout ça ?» dit Chloé en remuant son chocolat chaud avec une petite cuillère. « C'est que pour la première fois depuis des mois, je me sens tranquille. Ma mère et ma grand-mère sont ravies et Rodolphe ne peut plus me harceler s'il pense que j'ai un petit ami. Mais vous ne pensez pas que nous créons un problème encore plus grand ?» demanda Sébastien en se penchant vers elle. « Que se passera-t-il quand vous devrez expliquer pourquoi nous avons rompu ?» Chloé haussa les épaules avec cette insouciance que Sébastien commençait à identifier comme l'un de ses traits de caractère. « On verra bien. Je trouve toujours une solution. » C'était précisément cette attitude qui le fascinait. Dans son monde d'affaires, tout était planifié des mois à l'avance. Chaque mouvement était calculé, chaque mot pesé. Chloé était comme une bourrasque de vent frais dans sa vie parfaitement orchestrée. « Et vous ?» demanda-t-elle soudain. « Ça ne vous fait pas peur de mentir à votre famille ? Parce que j'imagine qu'à un moment donné, ils voudront rencontrer votre petit ami. » Sébastien ressentit une pointe inattendue au cœur. « Je n'ai pas beaucoup de famille proche. Juste ma mère et elle traversent une période difficile. » Quelque chose dans le ton de sa voix poussa Chloé à cesser de remuer sa cuillère et à le regarder plus attentivement. « Elle est malade ?»« Oui, » répondit-il simplement, surpris par la facilité avec laquelle il se confiait à cette femme qu'il connaissait à peine. « Je suis vraiment désolé, » dit Chloé avec une sincérité qui le désarma complètement. « Ça doit être très dur. » Pendant un instant, l'air entre eux se chargea d'une intimité inattendue. Sébastien se racla la gorge, cherchant un terrain plus sûr. « Vous savez, » dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux, « nous pourrions nous entraider. »« Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Sébastien tapota ses doigts sur la table tout en organisant ses pensées. « Je développe une nouvelle initiative dans mon travail. C'est lié au marketing sociétal. Il s'agit de montrer une image plus humaine et accessible de l'entreprise. »« Oh, ça, vous travaillez dans le marketing ?»« En quelque sorte, » répondit-il vaguement. « Le fait est que l'image d'une relation spontanée, authentique, pourrait donner beaucoup de crédibilité au projet. Montrer que même les dirigeants d'entreprise peuvent avoir des relations sincères, vous voyez ?» Chloé le dévisagea avec un mélange de curiosité et de méfiance. « Attendez, vous êtes en train de me dire que vous voulez utiliser notre mensonge pour votre travail ? » « Il ne s'agit pas d'utiliser, » corrigea rapidement Sébastien, bien qu'il sût que c'était techniquement exact. « C'est plutôt un arrangement mutuellement bénéfique. Vous réglez votre problème familial et j'obtiens l'angle humain dont j'ai besoin pour ma campagne. » « Et comment ça fonctionnerait exactement ?» Sébastien se pencha vers elle et Chloé put sentir son eau de Cologne subtile se mêler à l'arôme du café. « Nous apparaîtrions ensemble à quelques événements mondains, peut-être quelques photos pour les réseaux sociaux. Rien de très élaboré, juste assez pour que cela paraisse naturel. »« Des événements mondains ?» demanda Chloé, les yeux écarquillés. « Quel genre d'événements ? Des galas de charité, des vernissages, ce genre de choses. Je vous fournirai des tenues appropriées, bien entendu. » Chloé se renversa sur sa chaise, digérant la proposition. « Des tenues ? Vous êtes sûr de ne travailler que dans le marketing ? Parce que vous parlez comme si vous étiez... Comme si j'étais quoi ? Comme si vous étiez quelqu'un d'important. » acheva-t-elle, scrutant son visage en quête d'indices. Sébastien sourit de cette manière qu'il avait perfectionnée en des années de négociations. « Disons que j'ai une certaine influence dans le milieu des affaires. Je gère des stratégies de positionnement de marque, le développement de l'image de l'entreprise, la gestion des parties prenantes. »« Je n'ai pas compris la moitié de ce que vous venez de dire, » l'interrompit Chloé en riant. « Mais ça a l'air très chic. L'important, » poursuivit Sébastien, amusé par sa confusion, c'est que nous avons tous les deux quelque chose dont l'autre a besoin. Vous avez besoin d'un faux petit ami. J'ai besoin d'une image plus humaine. » Chloé le fixa longuement. Il y avait dans son regard, couleur de miel, quelque chose qui lui donnait le vertige. La proposition était tentante, mais aussi terrifiante. Il ne s'agissait plus seulement de mentir à sa famille, il s'agissait de plonger dans un monde qui lui était totalement étranger. « Vous êtes sérieux ?» demanda-t-elle enfin. Sébastien se pencha de nouveau vers elle.
sa voix prenant un ton plus profond et persuasif. « C'est vous qui m'avez entraîné là-dedans. N'avez-vous pas le courage de continuer ?» C'était un défi direct, et Chloé sentit une flamme s'allumer en elle. Elle n'avait jamais été du genre à reculer. À quelle fréquence devrions-nous apparaître ensemble? 1 ou 2 fois par semaine, tout au plus, et seulement pour quelques semaines. Et si on se fait démasquer? Personne ne nous démasquera si nous jouons bien notre rôle, dit Sébastien, avec ce sourire séducteur qu'elle commençait à reconnaître comme son arme secrète. Chloé sentit des papillons dans son estomac. Était-ce l'adrénaline de la situation ou la manière dont il la regardait, comme si elle était le centre de son univers? « D'accord, » dit-elle finalement, se surprenant elle-même. « J'accepte. »« Vraiment? »« Oui, mais à une condition. »« Laquelle ? » ?»« Si à un quelconque moment la situation devient trop étrange ou inconfortable pour moi, nous arrêtons tout. » Sébastien tendit la main au-dessus de la table. Marché conclu. Quand Chloé prit sa main pour la serrer, elle ressentit une décharge électrique qui remonta le long de son bras. À en juger par l'expression dans les yeux de Sébastien, il avait ressenti exactement la même chose. Les règles du jeu venaient de changer, et aucun des deux n'était certain de maîtriser ce qu'il venait de déclencher. La première apparition publique de Chloé et Sébastien eut lieu lors du vernissage d'une galerie d'art contemporain dans le Marais. Sébastien avait fait livrer chez elle une robe en soie bleu nuit qui épousait parfaitement sa silhouette, accompagnée de talons modérés qui respectaient à sa préférence pour le confort. Quand elle se vit dans le miroir, elle eut du mal à se reconnaître. « Vous êtes sûr que je n'ai pas l'air ridicule ?» demanda-t-elle lorsqu'il vint la chercher dans sa berline allemande. « Vous êtes parfaite » répondit Sébastien avec une sincérité qui fit battre son cœur un peu plus vite. Dès l'instant où ils pénétrèrent dans la galerie, Chloé sut qu'elle entrait en territoire inconnu. Les conversations tournaient autour de placements financiers, de vacances à Gstad et de pied-à-terre à Neuilly. Les hommes portèrent des costumes qui coûtaient plus que son salaire de 6 mois, et les femmes arboraient des bijoux qui auraient pu financer l'achat d'un appartement. Mais ce qui la surprit le plus fut la réaction des gens face à Sébastien. Tous, absolument tous, semblèrent le connaître. Ils s'approchaient avec des sourires déférents, le saluaient avec un respect qui frisait la vénération, et quand il parlait, tous l'écoutaient comme s'il était un prophète. « Mais qui êtes-vous, au juste ?» lui murmura-t-elle à l'oreille. « Je vous l'ai dit, je travaille dans le marketing », répondit-il avec ce sourire évasif qu'elle apprenait à décrypter. Ce qui la déconcertait le plus était sa propre réaction. Tandis que les autres femmes semblaient jouer un rôle, affichant une sophistication étudiée, Chloé restait simplement elle-même. Quand le propriétaire de la galerie lui demanda son avis sur une toile abstraite à 50 000 €, elle répondit avec une franchise désarmante. « Honnêtement, je ne comprends rien. On dirait que quelqu'un a jeté des pots de peinture au hasard. Mais j'imagine que c'est ça l'art, non ?» Au lieu de se scandaliser, le galeriste éclata d'un rire sincère. Quelle bouffée d'air frais! La plupart des gens font semblant de comprendre. Cette nuit-là, dans la voiture, Sébastien ne pouvait cacher son admiration. « Vous avez été incroyable. Tout le monde a été charmé. Vraiment? J'avais l'impression de commettre un impair à chaque phrase. C'est précisément pour ça. Vous êtes réel, dans un monde rempli de faux semblants. » Les semaines suivantes furent une succession d'événements. Un dîner de charité à l'hôtel Ritz, un cocktail sur le toit du centre Pompidou, le lancement d'un livre au musée Jacquemart-André. À chaque fois, Chloé se sentait comme une actrice interprétant un rôle qu'elle ne maîtrisait pas. Les photographes de gala et points de vue commencèrent à s'intéresser au nouvel amour de Sébastien de Martel, même si Chloé ne comprenait pas encore toute l'ampleur de son nom de famille. Leurs photos apparaissaient dans les pages mondaines, toujours accompagnées de commentaires sur leur alchimie évidente. Et il n'avait pas tort. Quand Sébastien la prenait par la main, quand il lui murmurait à l'oreille qui était qui, quand il la regardait comme si elle était la seule femme au monde, Chloé ressentait une électricité qu'elle ne savait comment gérer. Mais elle ressentait aussi un malaise grandissant. La première fois qu'elle lui rendit visite à son bureau, au sommet d'une tour de la Défense, elle eut le souffle coupé, pas seulement par la vue panoramique sur Paris, mais par la métamorphose de Sébastien. Là, entouré d'employés qui l'appelaient « Monsieur de Martel », il devenait quelqu'un d'autre. Sa voix prenait un ton d'autorité absolue, ses gestes devenaient plus précis, plus calculés. C'était comme voir un lion dans son habitat naturel, et Chloé réalisa qu'elle n'avait connu jusqu'alors qu'une version apprivoisée de l'homme. « Combien de personnes travaillant pour vous ?» lui demanda-t-elle dans l'ascenseur. « Environ 3000, répondit-il comme si c'était la chose la plus normale du monde. 3000.
Chloé travaillait dans une petite librairie du quartier latin où ils étaient à peine 5. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Dans quoi s'était-elle embarquée? Sébastien, comme s'il avait perçu son trouble, commença à multiplier les gestes d'une tendresse déconcertante. Au lieu de l'emmener à un dîner de gala, il la surprit en se présentant à sa librairie avec 2 sandwichs jambon-beurre de la meilleure boulangerie du quartier. « Je me suis dit qu'on pourrait manger quelque chose de normal sur votre territoire », lui dit-il, avec un sourire plus vulnérable qu'à l'accoutumée. Ils mangèrent assis sur un banc, et pour la première fois depuis des semaines, Chloé se sentit elle-même. Un autre après-midi, il apparut chez elle avec une première édition de L'écume des jours, qu'il l'avait vue admirer chez un bouquiniste. « Comment saviez-vous que j'aimais Boris Vian ?» demanda-t-elle, caressant la couverture avec révérence. « Je vous écoute quand vous parlez », répondit-il simplement. C'était ces moments-là qui la désarmaient, quand il cessait d'être le magnate des affaires pour redevenir simplement Sébastien. Une nuit, alors qu'ils étaient sur la terrasse de son appartement surplombant la Seine, Chloé réalisa avec effroi qu'elle était en train de tomber amoureuse. Pas de l'homme public, mais de celui qui se souvenait de ses auteurs préférés et qui lui apportait des sandwichs. Et cela la terrifiait plus que n'importe quel gala. C'est un mardi après-midi que tout bascula. Ils s'étaient donné rendez-vous au parc Monceau. Sébastien arriva avec 2 cafés à emporter, mais Chloé sentit immédiatement que quelque chose avait changé. Ses épaules étaient tendues, son sourire n'atteignait pas ses yeux, et une ombre d'inquiétude voilait son regard. Ils s'assirent sur un banc à l'ombre d'un grand marronnier, et pendant un instant, ils se contentèrent d'observer les enfants qui jouaient dans le parc, tandis que leurs parents discutaient en petits groupes. « Est-ce que tout va bien ?» demanda finalement Chloé en étudiant son profil. Sébastien mit si longtemps à répondre qu'elle crut qu'il ne l'avait pas entendu. Quand il parla enfin, sa voix était différente, plus rauque, comme si les mots lui coûtaient un effort surhumain. « Ma mère est malade », dit-il sans la regarder. « Un cancer, en phase terminale. » Chloé eut l'impression de recevoir un coup en plein plexus. Elle s'était attendue à beaucoup de choses, mais pas à cela. La vulnérabilité dans sa voix, la manière dont ses mains tremblaient légèrement autour de son gobelet de café, tout cela était entièrement nouveau pour elle. « Sébastien » commença-t-elle, mais il l'interrompit avec douceur. « Cela fait des mois qu'elle se bat. Les médecins disent qu'il lui reste peut-être 6 mois, peut-être moins. » Sa voix se brisa légèrement sur la fin, et Chloé vit pour la première fois l'homme derrière la façade de confiance et de pouvoir. Quelqu'un qui avait peur, qui se sentait perdu, qui faisait face à quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais résoudre. « Je suis tellement désolée », murmura-t-elle, ne sachant que dire d'autre face à une douleur si immense. Sébastien la regarda enfin, et ses yeux brillaient de larmes qu'il se refusait à verser. « Elle veut te rencontrer. Elle n'arrête pas de poser des questions sur ma mystérieuse petite amie depuis que nous sommes apparus dans les magazines. » Chloé sentit sa gorge se nouer. « Elle veut me rencontrer? Je sais que c'est beaucoup demandé, » poursuivit-il, sa voix retrouvant un peu de sa fermeté. « Mais pourrais-tu m'accompagner dîner avec elle? Juste une fois. Elle est trop faible pour sortir, donc il faudrait venir à la maison. » La requête la prit complètement par surprise. C'était une chose de jouer la comédie lors d'événements publics, entourés d'inconnus. Mais mentir à une femme mourante au sujet des sentiments de son fils, cela lui donnait l'impression de franchir une ligne morale qu'elle n'était pas sûre de pouvoir assumer. Pourtant, quand elle vit le désespoir contenu dans son regard, quand elle réalisa que cet homme puissant et sûr de lui demandait de l'aide, avec la voix d'un enfant effrayé, elle sut qu'elle ne pouvait pas refuser. « D'accord », dit-elle doucement, « bien sûr que je viens avec toi. » Le vendredi suivant, Sébastien passa la prendre. Pendant qu'il roulait en direction de Neuilly-sur-Seine, Chloé ne pouvait s'empêcher de se sentir nerveuse, pas seulement à l'idée de rencontrer sa mère, mais aussi de s'aventurer encore plus profondément dans son véritable monde. Lorsqu'ils arrivèrent à l'adresse indiquée, Chloé crut que Sébastien s'était trompé. Face à eux se dressait ce qui ressemblait à un domaine privé, entouré de hauts murs de pierre et de jardins parfaitement entretenus. « C'est une résidence privée ?» demanda-t-elle, alors qu'ils franchissaient un imposant portail en fer forgé. Sébastien la regarda avec un sourire qui, pour la première fois depuis des jours, semblait sincère. « C'est ma maison. »« Votre maison ?» Chloé sortit de la voiture et pivota sur elle-même, essayant d'assimiler ce qu'elle voyait. Tout ce... « Cet endroit, c'est votre maison ?»« Oui, » répondit-il simplement. « Un instant, j'ai cru que c'était une maison de retraite de luxe, » dit-elle sans filtre, ce qui fit éclater de rire Sébastien. « Sérieusement, il y a combien de bâtiments ici ?»
Sébastien désigna différentes directions. Ça, c'est le pavillon de la piscine. Là-bas, c'est la roseraie privée de ma mère. Là, c'est mon bureau. Et ça, dit-il en montrant la plus grande construction, un magnifique hôtel particulier. C'est la maison principale, où nous vivons. Chloé resta plantée au milieu de l'allée pavée, lâcha son bras et lui fit face. Donc, vous êtes riche, très, très riche. Après une longue pause, il hocha la tête. Oui. Chloé le fixa pendant un moment qui parut une éternité, digérant la confirmation de ce qu'elle suspectait déjà. Finalement, elle reprit la parole. « Et vous m'avez quand même laissé payer mon café le premier jour. » Sa voix monta d'une octave. « Attendez, je suis encore en train de vous payer pour que vous fassiez semblant d'être mon petit ami, mon pauvre argent. » Sébastien éclata de rire, un rire profond et sincère qu'il n'avait pas eu depuis des semaines. « C'est vrai ?» parvint-il à dire entre deux éclats. « C'est vrai. » Sans crier gare, il la serra fort dans ses bras, l'attirant contre sa poitrine. « Merci » murmura-t-il contre ses cheveux. « Il n'y a que toi pour me faire rire dans un moment pareil. Je ne me suis pas senti aussi détendu depuis des mois. » Chloé resta complètement immobile dans ses bras, sentant son cœur s'emballer dangereusement. L'odeur de son eau de Cologne, la chaleur de son corps contre le sien, la tendresse dans sa voix, tout se combina pour créer une sensation qu'elle n'avait jamais éprouvée auparavant. Quand il la relâcha, elle réalisa qu'elle aurait voulu rester là pour toujours. « Bon, » dit-elle en essayant de retrouver son sang-froid, « je suppose qu'il est temps de rencontrer votre mère. » Madame Hélène de Martel était exactement comme Chloé avait imaginé la mère d'un homme tel que Sébastien, élégante jusque dans sa fragilité, avec des yeux intelligents qui semblaient voir à travers les gens et un sourire chaleureux qui la mit immédiatement à l'aise. « Vous voilà donc la fameuse Chloé, » dit-elle lorsque Sébastien les présenta. « J'ai vu vos photos dans les magazines. Vous êtes encore plus ravissante en personne. » Le dîner se déroula avec une facilité surprenante. Hélène avait le don de poser des questions qui semblaient anodines, mais qui en révélaient long sur les gens. Chloé se surprit à parler de son travail à la librairie, de sa famille, de son rêve d'écrire un jour un livre. « Et comment avez-vous conquis mon fils ?» demanda Hélène avec un sourire malicieux qui fit presque s'étouffer Sébastien avec son vin. « Maman » murmura-t-il, les joues légèrement empourprées. « Eh bien, dit Chloé avec cette honnêteté brutale qui était devenue sa marque de fabrique, techniquement je l'ai harcelé jusqu'à ce qu'il cède. » Hélène rit avec tant de plaisir qu'elle se mit à tousser et Sébastien dut l'aider à boire de l'eau. Mais quand elle se reprit, ses yeux pétillaient d'amusement. « Cette jeune femme me plaît, » dit-elle à son fils. « Elle a du caractère. » Le trajet du retour se fit dans un silence différent de tous ceux qu'ils avaient partagés auparavant. Il n'était pas gênant, mais chargé de quelque chose de nouveau, que ni l'un ni l'autre ne savaient nommer. Ils avaient franchi une ligne invisible ce soir-là, et tous deux le savaient. 3 jours après le dîner, Chloé reçut un appel inattendu. C'était Hélène, la voix douce mais ferme à l'autre bout du fil. « Chloé, ma chère, pourriez-vous venir prendre le thé avec moi cet après-midi ? Sébastien est en réunion, mais j'aimerais discuter avec vous seul à seul. » L'estomac de Chloé se contracta. Il y avait dans le ton d'Hélène quelque chose qui la rendait nerveuse, un calme qui semblait cacher autre chose. Elle arriva au domaine cet après-midi-là, les paumes moites et le cœur battant. Hélène la reçut dans sa roseraie privée, un havre de paix qui contrastait radicalement avec l'opulence du reste de la propriété. Elle était assise dans un fauteuil en rotin, vêtue d'un peignoir en soie couleur ivoire, mais son regard était toujours aussi pénétrant. « Asseyez-vous, mon enfant, » dit Hélène en lui désignant le fauteuil d'en face. Une employée de maison apporta un plateau avec une tisane à la camomille et des mignardises qu'aucune des deux ne toucha. Pendant quelques minutes, elles burent en silence, tandis qu'Hélène observait Chloé avec ce regard qui semblait lire au plus profond de son âme. Finalement, elle parla. « Je sais que vous ne sortez pas vraiment ensemble, » dit-elle avec une sérénité qui fit presque s'étouffer Chloé avec sa tisane. « Quoi ?» murmura-t-elle, sentant tout le sang lui monter aux joues. « Chloé, j'ai 62 ans et j'ai élevé un fils qui est un négociateur né depuis l'âge de 5 ans. Je sais reconnaître quand quelqu'un joue la comédie. » Hélène posa sa tasse sur la soucoupe dans un léger tintement. « La question n'est pas de savoir si vous faites semblant, mais pourquoi ?» Chloé resta paralysée, sentant toute la façade qu'ils avaient mis tant de soin à construire s'effondrer. « Madame de Martel, nous... » « Calmez-vous, » l'interrompit Hélène avec douceur. « Je ne suis pas en colère. Au contraire. » « Au contraire ?» Hélène sourit avec cette sagesse que seules les années et l'expérience peuvent donner.
Depuis que vous êtes entré dans sa vie, mon fils est différent. Cela faisait des semaines que je ne l'avais pas vu sourire sincèrement. Et maintenant j'ai l'impression qu'il revit. Je ne comprends pas. Vous avez ramené la lumière dans ses yeux, continua Hélène en se penchant en avant. Je ne connais pas les circonstances qui vous ont réunis, mais je sais que ce qui se passe entre vous, que ce soit fin ou non, fait du bien à Sébastien. Chloé ressentit un étrange mélange de honte et de soulagement. Elle s'était préparée à être jugée, rejetée, peut-être même chassée. Au lieu de cela, elle trouvait de la compréhension là où elle s'attendait à une condamnation. « Je me sens horriblement mal de vous avoir menti », avoua-t-elle finalement, les mots jaillissant comme une cascade. « Vous êtes malade et nous sommes là à jouer cette comédie. »« Mon enfant », l'interrompit Hélène avec douceur, tendant la main pour prendre celle de Chloé. « Je suis mourante, pas aveugle. Je vois comment vous le regardez quand vous croyez que personne ne fait attention. Je vois comment il vous cherche du regard chaque fois que vous entrez dans une pièce. » Chloé sentit les larmes lui monter aux yeux. Toute la confusion et les sentiments qu'elle avait refoulés depuis des semaines menaçaient de déborder. « C'est juste que je ne sais pas quoi faire », murmura-t-elle. « Ça ne m'est jamais arrivé. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de lui, mais nous venons de mondes complètement différents. Il est Sébastien de Martel, l'un des hommes les plus puissants de France, et moi, je ne suis qu'une libraire de Belleville qui vit dans un 2 pièces. Et quel est le rapport avec l'amour ? Tout !» s'exclama Chloé. « J'ai vu ça 1000 fois dans les films. Le riche s'amuse un temps avec la fille simple, puis il retourne dans son monde. La vraie vie, ce n'est pas un conte de fées. » Hélène l'observa un long moment, puis fit quelque chose de tout à fait inattendu. Elle rit. Pas un rire moqueur, mais un rire empreint d'une profonde tendresse. « Ah, ma chère enfant !» dit Hélène en se levant pour s'approcher d'elle. Elle s'assit sur l'accoudoir du fauteuil de Chloé et l'enveloppa dans une étreinte qui sentait la rose et les médicaments. « Vous savez quel est votre problème ? Lequel ? Vous pensez que vous devez être à la hauteur pour lui. » Hélène prit le visage de Chloé entre ses mains, la forçant à la regarder dans les yeux. « Mais vous n'avez pas à être à la hauteur pour Sébastien. C'est Sébastien qui doit être à la hauteur pour vous. Je ne comprends pas. Mon fils a tout eu dans la vie. L'argent, le pouvoir, des femmes magnifiques qui ne voulaient que son nom et son compte en banque. Et vous savez quoi ? Il n'a jamais été heureux. Il n'a jamais eu quelqu'un qui se soucie de lui en tant que personne, et non comme un symbole de statut. » Hélène caressa doucement la joue de Chloé. « Vous êtes exactement ce dont Sébastien a besoin, mon enfant. Quelqu'un de vrai, quelqu'un qui le voit pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a. Et il le sait. Comment pouvez-vous en être si sûr ? Parce que je connais mon fils, et je sais qu'il est déjà à vous, même si aucun de vous deux ne s'en est encore rendu compte. » Les mots d'Hélène résonnèrent dans la poitrine de Chloé comme une révélation. « Vous le croyez vraiment ? Mon enfant, je vais bientôt mourir. Je n'ai plus le temps pour les jolis mensonges. Ce que je vous dis est la vérité la plus pure que je puisse vous offrir. » Elles entendirent le bruit d'une voiture dans l'allée. « Voilà mon fils, » sourit Hélène. « Pourquoi n'iriez-vous pas l'accueillir ?» Chloé se leva, les jambes tremblantes, mais pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait légère. Elle se dirigea vers la maison principale, où elle pouvait voir Sébastien entrer, encore en costume, sa mallette en cuir à la main. Quand il la vit, il s'arrêta net. Il y avait quelque chose de différent en elle. « Chloé, qu'est-ce que tu fais là ? Tout va bien avec ma mère. » Sans un mot, elle courut vers lui. L'impact de son corps contre le sien le prit par surprise. Ses bras s'enroulèrent autour de son cou, et avant qu'il ait pu comprendre, ses lèvres étaient sur les siennes. La mallette lui glissa des mains et tomba sur le marbre avec un bruit sourd, mais Sébastien le remarqua à peine. Ses bras se refermèrent automatiquement autour de sa taille, l'attirant plus près, tandis que le monde se réduisait à cet instant, à ce baiser qui avait le goût de la vérité. C'était leur premier vrai baiser. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous deux essoufflés, complètement perdus dans le regard de l'autre. Après ce baiser, quelque chose avait irréversiblement changé. Les jours suivants furent remplis de regards chargés de sens et d'une douce tension. C'est dans ce contexte que Sébastien proposa l'idée du chalet. « Aimerais-tu m'accompagner à Megève ce week-end » demanda-t-il, alors qu'il se promenait sur la coulée verte. « Ma famille y possède un chalet. J'ai pensé que l'air de la montagne ferait du bien à ma mère. » Chloé s'arrêta. « Ta mère viendrait aussi ? Si tu es d'accord, » dit Sébastien. « Les médecins disent que ça pourrait l'aider et, eh bien, je crois qu'elle t'apprécie plus que moi. » Le sourire qui accompagna ces mots fit fondre quelque chose dans la poitrine de Chloé. « Bien sûr, j'adorerais. » Le vendredi, ils partirent tous les trois pour Megève.
Hélène était installée à l'arrière, mais ses yeux brillaient d'une vitalité nouvelle. Le chalet se révéla, comme tout dans la vie de Sébastien, bien plus grandiose que ce que Chloé avait imaginé. Une construction de bois et de pierre, semblant émerger de la forêt de sapins, avec d'immenses baies vitrées offrant une vue sur le Mont Blanc. « Ça aussi, tu appelles ça une petite maison ?» demanda Chloé, faisant rire Sébastien. « C'est plus petit que la maison de Neuilly, » répondit-il. « Tout est relatif dans ton monde, n'est-ce pas ?» Le premier soir, ils dînèrent sur la terrasse. Hélène se retira tôt, non sans leur murmurer quelque chose au sujet de jeunes idiots qui ne voient pas ce qu'ils ont sous les yeux. Sébastien et Chloé restèrent dehors, écoutant le silence de la montagne. « À quoi penses-tu » demanda Sébastien. « À quel point tout ceci est irréel » répondit-elle. « Il y a 2 mois, j'étais juste Chloé Dubois, la libraire de Belleville. Et maintenant... et maintenant. Maintenant, je suis dans un chalet de rêve avec un homme qui vaut probablement plus que le PIB de certains petits pays. » Sébastien rit doucement. « On dit PIB, oui, peu importe. J'ai l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. » Le samedi se déroula comme dans une bulle hors du temps. Hélène lisait sur la terrasse pendant que Sébastien et Chloé marchèrent sur les sentiers qui serpentaient à travers la forêt. Il lui montra le petit ponton privé, où il avait appris à nager, l'arbre dans lequel il avait construit sa première cabane, les recoins de la forêt où il se cachait lorsqu'il était enfant et voulait être seul. « Comment était le petit Sébastien ?» demanda Chloé alors qu'il s'asseyait sur un tronc d'arbre abattu près de l'eau. « Solitaire », répondit-il après un moment de réflexion. « Mes parents travaillaient énormément, alors je passais beaucoup de temps seul. Ici, avec mes livres, à inventer des histoires. Quel genre d'histoires? Des aventures, principalement. Je rêvais toujours d'être le héros qui sauvait la princesse. » Il la regarda avec un sourire teinté de mélancolie. « Ironique, n'est-ce pas? Finalement, c'est la princesse qui m'a sauvé. » Le dimanche soir, Hélène s'était retirée tôt, avouant se sentir plus fatiguée que d'habitude. Sébastien avait insisté pour qu'elle se repose, promettant qu'il repartirait à la première heure le lundi. Chloé, elle, ne parvenait pas à trouver le sommeil. Il y avait quelque chose dans l'air frais de la montagne, dans le murmure du vent à travers les sapins, qui la tenait éveillée. Finalement, elle se leva, s'enveloppa dans le plaid en laine qui avait été laissé dans le salon et sortit sur la terrasse. La nuit était claire et glaciale, constellée de plus d'étoiles qu'elle n'en avait jamais vues à Paris. Elle se blottit dans l'un des fauteuils en bois, respirant l'air pur et tentant de mettre de l'ordre dans le tourbillon de ses pensées. « Tu n'arrives pas à dormir ?» La voix de Sébastien la fit sursauter. Il se tenait dans l'embrasure de la baie vitrée, vêtu seulement d'un jean et d'un t-shirt à manches longues, les cheveux en désordre comme s'il avait lui aussi tourné et viré dans son lit. « L'air est si vivifiant, dit-elle, et il y a tellement d'étoiles. En ville, je ne les vois jamais comme ça. » Il s'approcha lentement, comme pour ne pas briser la magie de l'instant. « Tu as froid ?»« Un peu. » Sans un mot de plus, Sébastien enleva son pull et le lui tendit. Lorsqu'elle se leva pour l'enfiler, il l'aida, ses mains effleurant ses épaules au passage. Le contact envoya une décharge électrique à travers tout son corps. « Mieux ?» demanda-t-il, mais il ne s'écarta pas. Ses mains restèrent posées sur ses épaules, leurs visages à quelques centimètres à peine l'un de l'autre. « Mieux » murmura-t-elle, perdue dans son regard couleur de miel qui semblait capturer toute la lumière des étoiles. Ce qui se passa ensuite parut aussi inévitable que le lever du soleil. Ses bras se refermèrent autour d'elle, l'attirant contre sa poitrine dans une étreinte qui avait commencé comme une protection contre le froid, mais qui se transforma rapidement en quelque chose de beaucoup plus intime. Chloé pouvait sentir les battements de son cœur contre sa joue, la chaleur de son corps à travers le tissu de son t-shirt. Lorsqu'elle leva les yeux pour le regarder, elle vit son regard fixé sur elle, avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Chloé » murmura-t-il, son nom comme une prière. Elle ne répondit pas avec des mots. Au lieu de cela, elle se hissa sur la pointe des pieds, comblant la distance qui les séparait encore. Le baiser fut différent de celui de l'entrée. Celui-ci était lent, délibéré, chargé de semaines de tensions contenues et de sentiments inexprimés. C'était un baiser qui parlait de désir, oui, mais aussi de tendresse, de reconnaissance mutuelle, de 2 âmes qui s'autorisaient enfin à ressentir sans aucune retenue. Quand ils se séparèrent enfin, ils tremblaient tous les deux, et ce n'était pas à cause du froid de la montagne. Ils restèrent ainsi, face à face, respirant le même air, se regardant comme s'ils se voyaient pour la toute première fois. Les mots étaient inutiles, leurs yeux disaient tout, la barrière entre le mensonge et la vérité était définitivement tombée.
et ce qui restait entre eux était plus réel que tout ce qu'ils avaient pu feindre. Le retour à Paris eut l'effet d'un réveil brutal. Le trafic du périphérique, le voile de pollution qui estompait la tour Eiffel au loin, le bruit constant de la métropole, tout semblait plus lourd, plus réel, plus compliqué que les 3 jours de paix qu'ils avaient partagés à Megève. Sébastien déposa d'abord Hélène à Neuilly, s'assurant qu'elle était confortablement installée et que l'infirmière de garde était informée de tout changement dans son état. Puis il conduisit en silence vers l'appartement de Chloé à Belleville, tous deux perdus dans leurs pensées. « Tu veux monter ?» demanda-t-elle lorsqu'il se gara devant l'immeuble de 4 étages où elle vivait. Sébastien hocha la tête, mais Chloé pouvait voir la tension dans ses épaules, la façon dont ses mains serraient le volant comme s'il ne voulait pas le lâcher. L'appartement de Chloé était exactement comme Sébastien l'avait imaginé, petit mais chaleureux, rempli de livres empilés sur la moindre surface disponible, avec des plantes suspendues aux fenêtres et 3 chats qui l'accueillirent avec des miaulements de protestation pour son absence. C'était un lieu chaud, personnel, entièrement à son image. « Un café ?» proposa Chloé, se déplaçant avec une certaine nervosité dans sa petite cuisine. « S'il te plaît. » Ils s'assirent sur le canapé, 2 places qui occupaient presque tout le salon, leurs tasses fumantes entre les mains, un silence gêné s'installant entre eux. C'était comme si le week-end avait été une bulle, et maintenant qu'ils étaient revenus à la réalité, aucun ne savait comment aborder ce qui s'était passé. « Sébastien, » commença finalement Chloé, « il faut qu'on parle de ce que tout ça signifie. » Il posa sa tasse sur la table basse, fabriquée à partir d'une caisse de vin recyclée, et se passa les mains dans les cheveux. « Je sais, c'est juste que je ne sais pas par où commencer. »« Tu regrettes ?» La question le prit par surprise. « Regretter ? Quoi donc ? » ?»« Le baiser. De tout ce qui se passe entre nous. » Sébastien la fixa, et dans ses yeux, elle put voir une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant, même pas lorsqu'il lui avait parlé de sa mère. « Chloé, écoute-moi bien, » dit-il en se tournant pour lui faire face. « Je ne regrette absolument rien de ce qui s'est passé avec toi, mais j'ai peur. » « Peur de quoi ?» Sébastien ferma les yeux un instant, comme pour rassembler le courage nécessaire aux mots qui allaient suivre. « J'ai peur de ne pas être à la hauteur pour toi. » Chloé cligna des yeux, complètement déconcertée. « Comment peux-tu dire ça ? Tu es... Tiens quoi ? Riche ? Puissant ?» Sébastien se leva du canapé, arpentant le petit espace comme un animal en cage. « Chloé, j'ai eu de l'argent toute ma vie, mais je n'ai jamais eu ce que tu as. Qu'est-ce que j'ai ? L'authenticité, la paix. La capacité d'être heureux avec des choses simples. » Il s'arrêta devant la fenêtre donnant sur la rue. « Je passe mes journées à prendre des décisions qui affectent des milliers de personnes. Je vis dans un monde où chaque mot, chaque geste, chaque relation est calculé en termes de profit et de perte. » Il se retourna pour la regarder et Chloé put voir des larmes contenues dans ses yeux, jusqu'à ce que tu arrives. Et pour la première fois depuis des années, je me sens comme une personne normale, comme Sébastien, pas comme l'héritier de Martel. Chloé sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Elle se leva et marcha vers lui, mais s'arrêta à 1 mètre de distance. « Et tu crois que je n'ai pas peur, moi ?» demanda-t-elle doucement. « Toi, de quoi aurais-tu peur ? De me perdre ?» Les mots sortirent comme un murmure, mais chargés d'une honnêteté brutale. « Sébastien, je me suis battu toute ma vie pour conserver mon indépendance. Ma mère veut me contrôler. Ma famille veut décider qui j'épouse, comment je vis. Et j'ai toujours choisi ma liberté par-dessus tout. » Elle s'assit sur le bord de la table basse. « Quand je suis avec toi, quand je vois ton monde, j'ai une peur bleue de m'y perdre, de devenir une de ces femmes qui vivent pour plaire à leur mari riche, qui n'ont pas d'autre identité que d'être la femme d'eux. » Sébastien s'approcha lentement. « Et qu'est-ce qui te fait penser que c'est ce que je voudrais ? Ce n'est pas ce que tu voudrais ? » « Chloé, » dit-il en prenant ses mains dans les siennes, « ce qui m'a fait tomber amoureux de toi, c'est précisément le contraire. C'est le fait que tu es la seule personne à me dire la vérité, même quand elle est inconfortable, que tu n'es pas impressionné par mon argent, que tu me fais rire quand j'en ai le plus besoin. » Leurs regards se croisèrent. « Si je voulais une femme soumise et contrôlable, crois-moi, il y en a des dizaines dans mon cercle. Mais c'est toi que je veux, exactement comme tu es. »« Tu me veux ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Je t'aime, » confirma-t-il sans hésiter. « Je t'aime quand tu me dis que ma maison ressemble à une maison de retraite de luxe. Je t'aime quand tu mets ma mère dans l'embarras avec ton honnêteté. Je t'aime quand tu me fais réaliser que j'ai été un idiot prétentieux. » Chloé rit à travers les larmes qui avaient commencé à couler. « Moi aussi, je t'aime, » admit-elle enfin. « Je t'aime quand tu laisses tomber ta façade de grand patron,
Je t'aime quand tu débarques à mon travail avec des sandwichs jambon-beurre. Je t'aime quand tu me serres dans tes bras comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde. » Sébastien lâcha ses mains pour prendre son visage entre ses paumes. « Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ?» Chloé ferma les yeux, sentant le poids de la décision sur ses épaules. Quand elle les rouvrit, toute incertitude avait disparu. « On choisit l'amour, » dit-elle avec une fermeté qui la surprit elle-même. « On choisit d'essayer. On choisit de parier sur nous, avec tous les risques que cela comporte. Tu es sûr ? » « Non, » admit-elle avec un sourire qui était moitié larmes, moitié espoir, « mais je suis sûr de vouloir essayer avec toi. » Sébastien l'embrassa alors, lentement et profondément, comme pour sceller un pacte. Quand ils se séparèrent, il appuya son front contre le sien. « Ça ne va pas être facile, » murmura-t-il. « Je n'ai jamais pensé que ça le serait, » répondit-elle. « Mais je ne pensais pas non plus trouver quelqu'un pour qui le risque en vaudrait la peine. » « Alors c'est réel maintenant ? Fini de faire semblant ?» Chloé sourit. Ce sourire qu'il avait appris à aimer plus que tout au monde. C'est réel, plus réel que tout ce que j'ai jamais ressenti. Et dans ce petit appartement rempli de livres et de chats, ils prirent la décision la plus importante de leur vie, choisir l'amour, avec tous ses risques et toutes ses promesses. 6 mois s'étaient écoulés. 6 mois de découverte, d'ajustement, d'apprentissage pour construire une vie commune qui honorerait à la fois son monde à lui et le sien à elle. Ils vivaient désormais dans un magnifique appartement à Saint-Germain-des-Prés, un compromis que Sébastien avait proposé. Ce n'était pas l'hôtel particulier de Neuilly, mais ce n'était pas non plus le petit appartement de Belleville. C'était un espace qu'ils avaient choisi ensemble, avec une terrasse surplombant les toits de Paris et suffisamment de bibliothèques pour tous les livres de Chloé. Les matins étaient devenus le moment préféré de Sébastien. Il se réveillait avant elle, juste pour la regarder dormir, puis il préparait le café dans la cafetière à piston qu'ils avaient chiné ensemble au marché d'Aligre. « Tu t'es encore levé à l'aube pour me faire du café ?» murmura Chloé un matin, apparaissant dans la cuisine vêtue d'une de ses chemises. « J'aime te voir te réveiller doucement, » répondit-il. « Dans ma vie d'avant, tout était urgent. Et ça ne te manque pas ?» Sébastien la regarda. « La seule chose qui me manque, c'est le temps que j'ai perdu avant de te connaître. » Ils avaient trouvé un équilibre. Sébastien dirigeait toujours ses entreprises, mais il avait appris à déléguer. Chloé, de son côté, avait quitté son emploi pour ouvrir sa propre librairie, L'Échappée Belle, un projet que Sébastien avait financé, mais qu'elle gérait seule. La librairie était devenue un lieu de rencontre culturelle incontournable du quartier latin. « Tu sais ce que j'aime le plus chez nous ?» lui demanda Chloé un après-midi, alors qu'ils marchaient le long des quais de Seine. « C'est qu'on est restés nous-mêmes, mais en mieux. » Il avait raison. Hélène avait vécu assez longtemps pour voir leur relation s'épanouir. Une semaine avant de mourir, elle avait dit à Chloé « Merci de m'avoir rendu mon fils ». Elle était partie en paix, sachant que Sébastien ne serait pas seul. Les obsèques avaient été leur premier événement public en tant que couple réel. Chloé avait été son ancre. C'est à ce moment-là qu'il avait su, avec une certitude absolue, qu'il voulait passer le reste de sa vie avec elle. L'idée de la demande en mariage mûrissait dans son esprit depuis des semaines. Il ne voulait rien d'ostentatoire. Il voulait quelque chose qui leur appartienne, qui honore l'intimité qu'ils avaient construite. Un vendredi d'octobre, pendant que Chloé était à la librairie, Sébastien prépara ce qu'il espérait être la soirée la plus importante de leur vie. Il transforma la terrasse en un havre romantique, des bougies de différentes tailles, des brassées de roses blanches, ses préférées, et de dahlias pourpres, et une playlist qu'il avait créée spécialement pour elle. Quand Chloé rentra, elle le trouva dans le salon plus nerveux qu'elle ne l'avait jamais vu. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Tout va parfaitement bien, » répondit-il en lui prenant la main. « Tu me fais confiance ?»« Tu sais bien que oui. » Il la guida vers la terrasse, et Chloé eut le souffle coupé. « Sébastien, qu'est-ce que c'est que tout ça ?»« Ça, » dit-il en l'amenant au centre d'un cercle de lumière formé par les bougies. « C'est ma façon de te dire que je ne veux plus passer un seul jour de ma vie sans la certitude que tu seras mienne pour toujours. » Chloé sentit son cœur s'emballer. Sébastien s'agenouilla lentement, sans la quitter des yeux, et sortit une petite boîte en velours bleu de la poche de sa chemise. « Chloé Dubois, » dit-il d'une voix tremblante mais ferme, « il y a 8 mois, tu as débarqué dans ma vie comme un ouragan, en prétendant avoir besoin d'un faux petit ami. Mais ce que nous avons trouvé était bien plus réel que tout ce que nous aurions pu imaginer. » Les larmes coulaient déjà sur les joues de Chloé, mais elle ne le quitta pas des yeux. « Tu m'as appris que l'amour n'est pas la possession, mais la complicité. Tu m'as montré que je pouvais être puissant dans les affaires et vulnérable à la maison.
Tu m'as donné une raison de me lever chaque matin qui va bien au-delà du succès ou de l'argent. » Il ouvrit l'écrin, révélant une bague simple mais magnifique. Un diamant solitaire monté sur un anneau d'or blanc, élégant sans être ostentatoire, exactement le style qu'il savait qu'elle aimerait. « Veux-tu m'épouser, Chloé? Veux-tu être ma femme, ma partenaire, ma meilleure amie pour le reste de nos vies ?» Pendant un instant, Chloé fut incapable de parler. Les larmes inondaient son visage, mais son sourire était si radieux qu'il semblait illuminer toute la terrasse. Finalement, elle s'agenouilla en face de lui, prit son visage entre ses mains et lui donna un baiser doux et salé par les larmes. « Oui », murmura-t-elle contre ses lèvres. « Oui, oui, 1000 fois oui. » Sébastien glissa la bague à son doigt avec des mains tremblantes, puis il la serra dans ses bras comme si elle était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais trouvée. Ils restèrent ainsi, agenouillés sur la terrasse, enlacés sous les étoiles de Paris, sachant qu'ils avaient trouvé leur éternité. 3 jours plus tard, ils se rendirent ensemble chez Élodie et Isabelle pour annoncer officiellement la nouvelle. Les 2 femmes les accueillirent avec une table déjà mise pour le goûter et cette intuition mystérieuse que seules les mères et les grands-mères possèdent. « Montre-moi cette main », dit Isabelle avant même qu'il ne s'assoie. Quand elle vit la bague, elle poussa un cri de joie qui fut probablement entendu dans tout le quartier. « Oh, ma chérie !» s'exclama Élodie, serrant sa fille dans ses bras, les larmes aux yeux. « Enfin, tu vas être heureuse !»« Enfin ?» demanda Chloé avec un sourire. « Je n'étais pas heureuse avant ?»« Tu étais heureuse à ta manière !» dit Isabelle, prenant les mains de Sébastien entre les siennes, ridées mais fermes. « Mais nous ne t'avions jamais vue aussi radieuse que maintenant, ma puce. » Elle se tourna vers Sébastien avec ce regard grave que seules les grands-mères savent arborer. « Toi, jeune homme, tu as intérêt à prendre soin de ma petite fille comme du trésor qu'elle est. »« Je vous le promets, Isabelle, » répondit Sébastien avec le plus grand sérieux. « Je l'aimerai et la respecterai chaque jour de ma vie. »« Et tu as intérêt, » ajouta Élodie avec un sourire. « Sinon, tu auras affaire à moi. » L'après-midi fut rempli de rires, de larmes de joie et de plans pour un mariage qui, selon Isabelle, devait être le plus beau que Paris ait jamais vu. En écoutant les 3 femmes les plus importantes de sa vie planifier son avenir, Sébastien ne put s'empêcher de sourire. Tout avait commencé par un mensonge désespéré dans un café, mais s'était transformé en la plus belle vérité de son existence. Parfois, pensa-t-il, les plus grands amours naissent des rencontres les plus inattendues, et parfois, faire semblant peut vous amener à trouver quelque chose de plus réel que tout ce que vous auriez pu imaginer. Le soleil de mars se filtrait à travers les rideaux de lin blanc de la maison de Saint-Germain-en-Laye, dessinant des motifs dorés sur le parquet que Sébastien avait insisté pour faire poser après que Chloé eut mentionné qu'elle aimait marcher pieds nus le matin. C'était une maison qu'ils avaient conçue ensemble, à partir de rien, assez grande pour une famille qui s'agrandirait, mais avec ses touches intimes qui en faisaient un foyer et non une simple démonstration de richesse. Chloé se réveilla au son de petits rires provenant de la cuisine, suivi de la voix grave de Sébastien qui tentait de chuchoter d'un air de conspirateur. Elle sourit avant même d'ouvrir les yeux, reconnaissant immédiatement le rituel matinal qui s'était installé depuis que leur fille, Sophie, avait eu 2 ans et avait découvert qu'elle pouvait se hisser sur le lit de papa pour aider à préparer le petit déjeuner de maman. Elle se redressa lentement, ajustant son t-shirt de grossesse sur son ventre de 6 mois. Ce 2e bébé avait été une merveilleuse surprise, et même si les nausées matinales avaient été plus intenses cette fois-ci, elle ne pouvait nier se sentir radieuse. « Maman, maman, réveille-toi !» cria une petite voix depuis le couloir, suivie par le bruit de petits pieds courant sur le bois. La porte s'ouvrit à la volée, et Sophie-Hélène de Martel-Dubois fit irruption comme un ouragan miniature, ses cheveux châtains identiques à ceux de Chloé en bataille, et ses yeux couleur de miel, les mêmes que ceux de Sébastien, brillant d'excitation. « Sophie, mon amour, qu'est-ce que vous avez fabriqué dans la cuisine ?» demanda Chloé, ouvrant les bras pour recevoir le câlin matinal de sa fille. « Des crêpes !» s'exclama la fillette en grimpant sur le lit. « Papa dit que les miennes sont plus belles que les siennes, mais je crois qu'il ment parce que les siennes sont rondes, et les miennes ressemblent... Elles ressemblent à quoi, ma princesse ? Aux nuages quand il pleut !» rit Sophie, fière de sa description poétique. Sébastien apparut à ce moment-là, portant un plateau en bois avec le petit déjeuner. À 37 ans, il était toujours aussi séduisant, mais il y avait désormais une douceur dans son regard qui n'existait pas avant qu'il ne devienne père. Il avait une tache de farine sur la joue qu'il n'avait manifestement pas remarquée. « Bonjour, Madame de Martel-Dubois »
dit-il avec ce sourire qui, même après 5 ans de mariage, faisait encore battre son cœur plus vite. Votre chef personnel et son assistante vous ont préparé un petit déjeuner gourmet. Qu'un gourmet? Demanda Chloé, un sourcil levé, en regardant les crêpes effectivement difformes, mais qui sentaient délicieusement bon. Eh bien, intervint Sophie avec le plus grand sérieux, les miennes sont très spéciales, parce que j'y ai mis un supplément d'amour. Chloé sentit son cœur fondre. Alors, ce seront les plus délicieuses du monde. Ils déjeunèrent au lit, comme chaque dimanche, depuis que Sophie était assez grande pour ne pas tout renverser. C'était l'un de ces moments que Chloé avait appris à chérir, sa petite famille en pyjama, parlant de tout et de rien. « Maman, » dit Sophie après avoir fini ses crêpes en forme de nuage, « c'est vrai que le bébé dans ton ventre peut nous entendre ?»« Oui, mon amour, pourquoi ?»« Parce que je veux lui raconter l'histoire des chatons de grand-mère Isabelle. » Sébastien et Chloé échangèrent un regard amusé. L'obsession d'Isabelle pour l'adoption de chats errants s'était intensifiée depuis qu'elle avait emménagé dans une maison plus grande que Sébastien lui avait achetée au Vésinet. Elle vivait actuellement avec 7 chats. « Qu'est-il arrivé aux chats de ton arrière-grand-mère » demanda Sébastien. « Hier, Moustachu s'est disputé avec Napoléon pour la nourriture, et grand-mère Isabelle les a punis en les mettant dans des pièces séparées, » raconta Sophie. Mais après, elle s'est sentie mal, et elle leur a fait du bouillon de poule pour qu'ils se réconcilient. Chloé ne put s'empêcher de rire. Sa grand-mère avait développé une relation avec ses chats qui frisait l'absurde. « Et la thérapie féline de l'arrière-grand-mère a fonctionné ?» demanda-t-elle, utilisant le terme que Sébastien avait inventé. « Oui, maintenant ils sont de nouveau les meilleurs amis du monde. »« Évidemment, » murmura Sébastien en secouant la tête, mais il souriait. Le téléphone de Chloé sonna, affichant une photo de sa mère, Élodie. « Bonjour maman. »« Chloé, il faut que tu viennes tout de suite » s'exclama Élodie, avec une urgence qui fit sursauter Chloé. « Qu'est-ce qui se passe? Ta grand-mère fait quelque chose de complètement fou. » Chloé se détendit. Venant d'Isabelle, complètement fou, pouvait signifier n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle organise un mariage pour Moustachu et la nouvelle chatte. Il y eut un silence. Sébastien, qui avait entendu, se couvrit le visage pour réprimer un fou rire. Un mariage pour chat? Demanda Chloé. Oui, elle a acheté une robe de mariée miniature pour princesse Moustachette et un petit smoking pour Moustachu. Elle fabrique des faire-part et dit que vous devez venir car tout mariage a besoin de témoins respectables. Oh mon Dieu! Et ce n'est pas tout. Elle a engagé un accordéoniste pour jouer pendant la cérémonie. Sébastien ne put se retenir plus longtemps et fut pris d'un fou rire silencieux, ce qui fit rire Sophie à son tour. « Maman, les chats ne peuvent pas se marier légal. » Tiens, c'est exactement ce que je lui ai dit. Mais ta grand-mère répond que l'amour transcende les barrières légales et que si elle a pu voir sa petite-fille épouser un milliardaire, elle peut bien voir ses petits-enfants félins s'unir par les liens sacrés du mariage. Chloé ferma les yeux et respira profondément. À 30 ans, elle avait appris qu'il y avait des batailles qui ne valaient tout simplement pas la peine d'être menées avec sa grand-mère. La cérémonie est à quelle heure? À 16 heures. Et elle dit que Sophie peut être la demoiselle d'honneur, mais qu'au lieu de pétales, elle jettera des croquettes pour chat. Bien sûr, murmura Chloé. Après avoir raccroché, ils restèrent tous les trois au lit, assimilant l'information. Finalement, Sébastien parla. « Tu sais ce qu'il y a de plus fou dans tout ça ?» dit-il en passant un bras autour de Chloé. « Quoi? C'est qu'on va y aller. »« Ça, évidemment qu'on va y aller, » s'exclama Sophie. « Je n'ai jamais vu de mariage de chat. Personne d'autre non plus, ma princesse, » rit Chloé. Cet après-midi-là, ils se retrouvèrent dans le jardin d'Isabelle, assistant à une scène surréaliste, où 2 chats complètement perplexes étaient placés devant un autel fait de boîtes en carton. Non seulement Isabelle avait engagé l'accordéoniste, mais aussi un photographe professionnel qui semblait beaucoup s'amuser. « Tu penses que c'est la chose la plus étrange que nous ayons faite en famille ?» murmura Sébastien à Chloé, tout en tenant Sophie. « Considérant que notre relation a commencé par moi, t'obligeant à jouer les faux petits amis dans un café, répondit Chloé, je dirais que c'est parfaitement dans notre lignée. Tu as raison, dit-il en l'embrassant sur la tempe. Et puis, nos enfants auront les meilleures histoires de famille à raconter. Nos enfants? Demanda Chloé en posant une main sur son ventre. Ce petit-là, dit Sébastien en couvrant sa main de la sienne, et tous ceux qui viendront après. Tous ceux qui viendront après. Tu en prévois combien, exactement? Sébastien la regarda avec ce sourire espiègle que Sophie avait hérité. Autant que tu en voudras. Nous avons une grande maison,
de l'amour à revendre, et apparemment une arrière-grand-mère qui peut officier des mariages non traditionnels. Chloé rit en s'appuyant contre lui, tandis qu'il regardait Isabelle diriger la cérémonie avec le sérieux d'un magistrat. « Je vous déclare mari et femme », annonça solennellement Isabelle, « et que personne n'ose vous séparer, car le véritable amour est sacré, peu importe l'espèce. » L'accordéoniste entama la vie en rose, alors que les chats, complètement indifférents, s'éloignaient chacun de leur côté. « J'espère qu'ils ont signé un contrat de mariage », cria l'oncle de Chloé depuis le fond du jardin, provoquant l'hilarité générale. Cette nuit-là, après avoir couché Sophie, Sébastien et Chloé restèrent à parler, comme tous les soirs. « Tu sais ce que j'aime le plus dans notre vie ?» dit Chloé blottie contre lui. « Quoi ?» demanda-t-il. « C'est qu'elle n'est jamais ennuyeuse. On ne sait jamais si on va se réveiller avec Sophie qui veut devenir vétérinaire pour dinosaures, ou avec ma grand-mère qui annonce l'ouverture d'un spa pour chats, ou avec ta mère qui appelle en panique parce qu'Isabelle a décidé de peindre des fresques murales de ses chats dans son salon. Ça aussi, rit Chloé, mais par-dessus tout, j'aime ce que nous avons au milieu de cette magnifique folie, c'est-à-dire ce moment, toi et moi, nos enfants qui dorment en sécurité, le bébé qui grandit en moi, la certitude que demain apportera de nouvelles aventures, mais que nous les affronterons ensemble. » Sébastien resta silencieux un instant. « Tu te souviens, dit-il enfin, de ce que tu m'as dit ce soir-là, dans ton appartement, que tu choisissais de parier sur nous ? Bien sûr que je m'en souviens. C'était le meilleur pari de ma vie, murmura-t-il contre ses cheveux, le seul qui ait vraiment compté. » Chloé releva la tête pour le regarder. « Je t'aime, Sébastien de Martel. Et moi je t'aime, Chloé Dubois, répondit-il. Toi, notre fille adorablement folle, ce bébé qui arrive, et toute la magnifique folie qu'est notre famille. » Ils s'embrassèrent lentement. Dehors, Paris continuait de vivre à son rythme éternel. Mais à l'intérieur de cette maison de Saint-Germain-en-Laye, dans cette chambre remplie d'amour et de promesses tenues, le temps s'arrêta un instant. Un instant parfait dans une vie imparfaite, mais qui était absolument la leur. Le lendemain, Isabelle les appellerait pour annoncer que Princesse Moustachette était enceinte et qu'il fallait organiser une baby shower féline. Mais cette nuit-là, enveloppés dans la quiétude de leur foyer et la certitude de leur amour, Sébastien et Chloé dormirent profondément, souriant même dans leurs rêves. Car ils avaient appris que les plus belles histoires d'amour ne sont pas celles qui sont sans obstacle, mais celles qui transforment chaque obstacle en une nouvelle raison de rire ensemble. Et eux, sans aucun doute, avaient de quoi rire pour le restant de leur jour.